Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Voilà, il est 8h33 sur Studio Kalita. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens de ce matin. Une revue de la presse que nous allons débuter par la tempête, par cette fameuse tempête, ou soi-disant tempête promise par les médias. Elle est derrière nous. Les journaux, les sites d'information nous fournissent des données sur cette perturbation courte mais très forte, très marquante qui a déferlé sur le pays pendant 36 heures. C'est la localité de Méron, en Galilée, où se trouve, vous le savez, la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui a battu les records de pluie, de précipitation avec 151 mm de pluie tombée entre le 4 et le 6 janvier. Et c'était là où il a le moins plu, moins d'un millimètre de pluie pendant cette perturbation. Le niveau du lac de Tibériade a augmenté durant cette courte période de 7 cm, ce qui est tout de même considérable. Les journaux nous montrent ce matin des photos, de nombreuses photos de véhicules, y compris des jeeps qui sont devenus prisonniers de torrents d'eau ou de boue dans différentes régions du pays, mais en particulier dans le nord. Le Yediot Aharonot nous montre une splendide photo d'un arc-en-ciel sur le port de Tel Aviv avec le retour du soleil. Et en page 12, le journal nous présente un album des photos de la tempête. Une autre tempête, cette fois aux États-Unis. Le Yediot Aharonot consacre la moitié de sa première page au livre Feu et colère, qui est sorti il y a un peu plus de 24 heures et qui a réussi à énerver passablement, on peut le dire, le président américain Donald Trump. Ce livre, écrit par un journaliste, Michael Wolff, grâce au concours de Steve Bannon, l'ancien conseiller du président, fait des révélations plutôt sensationnelles sur le comportement de Donald Trump durant la première année de son mandat et remet surtout en question son aptitude à gouverner et à être en particulier le commandant suprême de l'armée américaine. Le Yediot Aharonot publie en une caricature du président Trump en train de brûler systématiquement ses exemplaires du livre Fire and Fury en utilisant son arme préférée, le tweet. Le président a réagi à des accusations selon lesquelles il serait simple d'esprit. « Je suis tout à fait stable mentalement et je suis même très intelligent », a-t-il écrit. « Et je suis un génie », a précisé le président américain. Le livre dont il est question révèle que le président serait prompt à se moquer de ceux qui l'entourent, que ce soit le conseiller à la sécurité nationale ou même son gendre, Jared Kushner. Le journal révèle également la réaction de stupéfaction de Donald Trump lorsqu'il a compris, il y a un peu plus d'un an, le 8 novembre 2016, qu'il était le nouveau président des États-Unis. Et il parle, ce livre cite également, mentionne également les pleurs de son épouse Mélanie à cet instant, non pas des pleurs de joie, mais de préoccupation et d'inquiétude. Voilà donc ce que l'on dit ce matin, entre autres dans la presse israélienne, autour de cet ouvrage donc, qui n'en finit pas et dont on devrait parler au cours des prochains jours et des prochaines semaines. Selon les quotidiens israéliens, les médias et les sites d'information, l'Égypte aurait accepté de facto la reconnaissance par Donald Trump de Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. C'est le New York Times qui a révélé cette information. Le grand journal new-yorkais affirme posséder des enregistrements qu'il a transcrits et dans lesquels on entend un officier égyptien briefer des présentateurs de journaux télévisés en leur disant qu'il ne fallait pas critiquer la décision du locataire de la Maison-Blanche, et ce pour des raisons stratégiques. Vous devez persuader les téléspectateurs qu'au lieu de condamner, il faut soutenir cette décision, affirme cet officier, avant de préciser qu'il y va de l'intérêt de la nation, parce que si la tension devrait regrimper, eh bien cela profiterait avant tout aux éléments radicaux et islamistes. Finalement, les Palestiniens doivent comprendre qu'ils peuvent se suffire de Ramallah comme capitale, aurait dit cet officier de l'armée égyptienne, donc au présentateur des journaux télévisés dans les différentes chaînes de télévision égyptiennes. Quant aux Palestiniens, eh bien, ils poursuivent leur démarche auprès des instances internationales. Leur nouvel objectif serait désormais d'obtenir des Nations Unies une reconnaissance comme État à part entière. Une démarche qui, il faut le préciser d'emblée, sera vouée à l'échec puisque l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, Nikki Haley, opposera automatiquement son droit de veto devant le Conseil de sécurité. C'est le Yediot Aharonot qui fournit cette information. Et toujours dans le Yediot, une information qui pourrait faire sourire les militants du BDS qui n'ont d'autre raison d'être que de boycotter l'État d'Israël, se plaignent aujourd'hui que des étudiants israéliens les empêchent de faire tranquillement leur campagne de dénigrement. Il s'agit des étudiants du centre multidisciplinaire israélien d'Herzliya qui ont mis sur pied une structure internet appelée Act Hill
Act Israël, donc visant à lutter contre le BDS. Il y a 6 mois, les responsables de cette campagne ont mis au point une application qui a été descendue des milliers de fois et qui a passablement fâché les militants du BDS qui ont appelé donc à contrer cette application. Une application, a déclaré son créateur Yarden Ben Yosef, qui est tout à l'honneur de nos bénévoles, et nous sommes heureux de voir actuellement l'inquiétude grandissante des militants de BDS. Le Israël Hayom publie ce matin une information qui nous vient de Gaza et selon laquelle le Hamas aurait accepté de démanteler sa fameuse branche militaire. Motif de cette décision, elle devrait permettre à Khaled Mashal, l'actuel patron du Hamas, de s'imposer le moment venu comme successeur de Mahmoud Abbas à la tête de l'autorité palestinienne. En attendant, les Américains ont tenu leur promesse de la fin de la semaine dernière et ils ont décidé de geler les virements de quelques 125 millions de dollars à l'UNRWA, l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens. Côté israélien, l'entourage de Binyamin Netanyahou a décidé de préciser sa position à ce sujet. Le Premier ministre ne s'oppose pas à une réduction du budget de l'UNRWA. Il soutient l'initiative du président Trump, mais estime qu'il faut transférer les fonds virés jusqu'à présent à l'UNRWA dans le compte du Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés, qui s'occupe de tous les réfugiés à travers le monde et pas seulement des Palestiniens. Nikki Haley, encore elle, a mis en garde vendredi le régime iranien face à la violence avec laquelle ce régime tente de juguler la vague de protestations de ces derniers jours, de ces 2 dernières semaines, on peut dire. Lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU consacrée à la situation en Iran, l'ambassadrice américaine a appelé le monde libre à soutenir les manifestants. Les États-Unis se dressent aux côtés des manifestants qui réclament leur liberté. Nous ne nous tairons pas, a-t-elle déclaré. L'information publiée ce matin en page d'ouverture du Israël Hayom est d'importance pour l'avenir du parti Chasse, le parti orthodoxe séfarade. Le site NRG et le Israël Hayom révèlent en effet l'existence de tractations visant à permettre une semi-fusion entre le parti Chasse, présidé, on le sait, par Aryeh Deri, qui est actuellement ministre de l'Intérieur, et le parti Yachad, créé par le rival historique de Deri, Eli Yishai. Selon cette information, Eli Yishai, qui avait été banni du parti Chasse par Deri, aurait rencontré récemment l'un des 4 rabbins membres du Conseil des sages de la Torah. Ils auraient débattu ensemble du retour d'Eli Yishai dans le parti Chasse ou dans une structure incluant le parti Chasse. En fait, l'idée qui serait en train d'être avancée serait que Chasse et le parti Yachad de Yishai forment une seule liste électorale aux prochaines élections législatives, mais conserve 2 structures de partis différentes. Cette union permettrait d'éloigner les risques actuels que Chasse ne parvienne pas à franchir le seuil d'éligibilité, comme l'indiquent certains sondages récents. Qui plus est, elle permettrait d'envisager un cas de figure dans lequel Aryeh Deri serait inculpé de fraude dans des affaires fiscales le concernant. On considère qu'Eli Yishai seul ne pourra également pas franchir ce seuil d'éligibilité. Donc en unissant leurs efforts, les 2 partis pourront faire le plein de mandats, ce qui serait de nature à consolider le bloc de droite et qui serait dans l'intérêt du Likoud également. Seul problème, Aryeh Deri s'oppose formellement à un retour, même partiel et même tactique, d'Eli Yishai dans le parti Chasse. La haine qu'il voue à celui qui l'a remplacé pendant 12 ans à la tête du parti orthodoxe risque donc de coûter cher au parti fondé par le Rav Ovadia Yosef, à moins donc que les rabbins n'obligent Aryeh Deri à accepter un compromis. Dans un éditorial dans le Israël Hayom, le célèbre journaliste Yaakov Achimei rappelle ses collègues à se mobiliser demain pour sauver la chaîne 20, qui est une chaîne de télévision que nous ne citons pas régulièrement, mais qui émet sur les bouquets de chaînes télévision en Israël et qui est proche des milieux de la droite et des milieux religieux. Cette chaîne traverse actuellement de sérieuses difficultés financières et elle risque d'être fermée. Dans cet éditorial, Yaakov Achimei constate et déplore que les journalistes qui s'étaient massivement mobilisés pour défendre la chaîne 10, considérée comme très de gauche et très anti-Netanyahou, ne soient pas aujourd'hui au rendez-vous pour se mobiliser en faveur de cette chaîne 20 qui ne présente certes pas l'information toujours comme ils le font, mais qui a le mérite d'exister. Le Yediot Aharonot nous révèle en dernière page ce matin que le 27 janvier prochain, jour anniversaire de l'entrée des forces soviétiques dans le camp d'Auschwitz et qui est décrété depuis plusieurs années comme journée internationale de la Shoah, l'ONU organisera une cérémonie à laquelle 3 artistes israéliens, 3 chanteurs participeront. Il s'agit de David Dehor, de Miri Messika et de Amir Benayoun. Les 3 interpréteront ensemble une chanson qui porte le titre de Aharon Shenishar, le dernier qui est resté, une chanson écrite en ivrite, en arabe et en anglais, à la mémoire des 6 millions de juifs qui ont péri durant
la Shoah. Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens. Nous allons marquer une pause, effectivement, et on se retrouve dans quelques instants pour l'invité, le second invité, l'éditorialiste de ce matin. Nous allons parler avec lui de la fameuse tempête qui a déferlé sur le territoire israélien au cours des 2 derniers jours. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.